Mesdames et messieurs, d'abord merci d'avoir répondu à l'invitation conjointe de l'ESSEC, du quotidien du médecin et de l'Association des cadres de l'industrie pharmaceutique. Merci surtout à Benoît Vallée d'avoir accepté d'être ce matin notre invité de ces amphis de la santé. Alors, nous sommes heureux à plusieurs titres. Le premier, c'est que vous soyez présent à ces amphis en tant que directeur général de la santé. Le second, parce que c'est vous et que beaucoup à la fois vous connaissent, vous apprécient, disent du bien de vous. Alors, non, mais je le dis d'autant plus volontiers que... Ça commence mal. Non, ça commence pas mal. Écoutez, c'est plutôt rare que... un haut fonctionnaire en charge d'une fonction particulière comme celle de la Direction générale de la santé soit précédé d'une, comment je veux dire, d'une aura de cette nature. Alors ça, je pense que ça commence pas mal, c'est plutôt flatteur. C'est lourd. Ensuite, pour rappeler simplement que vous êtes anesthésiste, réanimateur, lillois, que vous avez exercé l'essentiel de votre activité dans au CHU de Lille, et que par ailleurs vous avez occupé un certain nombre de fonctions actives dans les sociétés savantes autour de l'anesthésie, réanimation, que ce soit au niveau national, au niveau européen, et vous êtes dans les différents boards, comités de ces sociétés savantes. C'est fini maintenant. Voilà, alors maintenant, comme il y a incompatibilité, j'ai pas dit conflit parce que c'est un gros mot, avec vos nouvelles fonctions, mais en tous les cas, ça représente votre parcours. Ce matin, ce qui est important pour nous, c'est de comprendre, puisque c'est le titre sous lequel ou avec lequel vous allez intervenir, c'est quel engagement pour la santé publique au titre de la Direction générale de la santé. Voilà, merci beaucoup et je vous laisse la parole. Je suis extrêmement fier parce que c'est la première fois que un de mes élèves, on peut dire ça, occupe un poste de direction centrale de l'administration. Donc merci beaucoup pour ta venue ici, Benoît. Et je me sens extrêmement flatté. Merci beaucoup Gérard, merci à vous deux. Effectivement, il y a au moins deux personnes dans la salle que je voulais saluer, qui sont Robert Launois, qui est ici parmi nous, et puis Gérard de Pourvourville, qui d'une manière ou d'une autre, tous les deux, ont été des maîtres pour moi. Robert Launois, pour la première fois m'avoir, on va dire, donné quelques éléments de réflexion sur ce qu'est la microéconomie, ce qui était à l'époque, pour moi, une découverte totale. Mais ça m'a suffisamment contaminé pour après m'occuper au sein de mon CHU de ce qu'on a appelé la Fédération médico-économique, qui existait nulle part ailleurs en France, et qui était finalement la croisée entre l'information médicale et les affaires financières, ce qui a permis à l'époque, non pas par ma présence, mais par l'action qui était menée par cette Fédération médico-économique, de remonter le CHU de Lille en 5 ans grâce à la T2A. Et ça m'a d'ailleurs appris à l'époque qu'on peut faire des efforts d'efficience tout en augmentant la qualité des pratiques. Ce qui, vous vous en souvenez, au début de la T2A était encore un gros mot, et où on nous disait que l'hôpital n'était pas une entreprise, et qu'il ne fallait certainement pas imaginer qu'on puisse diminuer les moyens qu'il utilisait. Et puis bien sûr, après, Gérard de Pourvourville, dans une dynamique qui a été celle de la formation des responsables de pôle, et où on a abordé ensemble la dimension projet, comment est-ce qu'on construit un plan stratégique, comment on l'accompagne sur le plan de la réflexion économique. Et donc c'était tout à fait intéressant de travailler avec vous deux, Gérard, et toi, Robert. Donc merci beaucoup pour ces années passées, qui d'une certaine manière m'auront finalement dévoyé progressivement, non pas de mon métier de médecin, et je vais y revenir, mais peut-être de mes fonctions initiales de clinicien. Et on peut être médecin sans être encore beaucoup clinicien. Et c'est un peu le sujet finalement de la Direction générale de la santé. Donc la présentation que je vais vous faire est en quelques parties. Juste vous rappeler les missions, mais je pense que pour la plupart d'entre vous, vous les connaissez. Ce sera juste pour moi l'occasion d'évoquer la raison pour laquelle je me suis retrouvé dans cette position délicate de directeur général de la santé. Assez régulièrement, il est rappelé que c'est un poste qu'on ne peut pas accepter. Donc,
Il a sans doute été une erreur de ma part d'avoir accepté ce poste. Sans doute beaucoup de naïveté et sans doute de l'impréparation. Et vous avez pu lire dans les Échos, si d'aventure vous avez croisé cette chronique, on m'a qualifié d'outsider, ce qui me paraissait finalement assez vrai. Pour vous dire le vrai, après 6 mois, ça fait 6 mois que je suis à la direction générale, je n'ai jamais eu une seule seconde de regret. Ça viendra peut-être, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, grâce à cette présentation sur l'émission, je vous redonnerai donc un tout petit peu de background, mais pas trop, mais surtout vous expliquer aujourd'hui les quelques objectifs que la ministre m'a confiés. J'évoquerai le système d'agence, qui est quelque chose d'assez particulier à cette direction générale. Au moment où Manuel Valls va présenter le pacte de responsabilité, comme on dit, ça paraissait normal de donner quelques risques financiers, avant de parler d'autres risques que la DGS pourrait affronter demain, puisque finalement le sujet que vous m'avez confié, c'est l'engagement pour la santé publique demain. Alors vous connaissez ces missions cardinales de la DGS. En pratique, souvent ça commence par des histoires de sécurité sanitaire. La mienne n'a pas commencé tout à fait comme ça, même si le jour où j'ai accueilli Mme Touraine à Lille, pour les premiers épisodes de coronavirus en France, j'ignorais que le plus contaminant dans l'histoire n'était pas les coronavirus, mais la proximité du directeur de cabinet que vous voyez derrière, qui est Bruno Macquart, qui est derrière moi, et qui, après 2 ou 3 autres rencontres, a pensé que peut-être, finalement, cet anesthésiste réanimateur pouvait faire le job. Et donc, il m'a proposé, effectivement, le poste lorsqu'il a été rendu vacant par Jean-Yves Graal, donc, qui est maintenant le directeur d'ARS du Nord-Pas-de-Calais. C'était un switch, mais en réalité un peu fortuit. Mais c'était un switch quand même. Et donc on a convenu avec Jean-Yves d'ailleurs peut-être de voir avec la région Nord-Pas-de-Calais quelques actions un peu emblématiques en santé publique, puisqu'en réalité la région Nord-Pas-de-Calais, comme vous le savez, est la région de France, mis à part l'Outre-mer et la région de France où les indicateurs santé sont les plus mauvais. Et par exemple, le cancer du sein tue 30% en plus les femmes dans la région Nord-Pas-de-Calais qu'ailleurs. Donc il y a des actions à faire. Et d'ailleurs, c'était pour moi une prise de conscience qui s'était installée depuis 2 ou 3 ans, c'est qu'en fait, les inégalités sociales sont responsables de beaucoup, aujourd'hui, d'inégalités de santé, et en particulier, notamment, du frein qu'il peut y avoir à l'évolution de la durée de vie en France. Certainement, les classes sociales continuent de progresser dans ce domaine, mais les classes socialement défavorisées sont beaucoup plus malchanceuses par rapport à ça. Et c'est d'ailleurs un des éléments que la ministre a souhaité mettre au cœur de son action pour la stratégie nationale de santé. On y viendra en fin de présentation, qui est donc de maîtriser mieux ces inégalités d'accès à la santé ou aux soins. Alors, le propre de la direction générale, c'est de travailler, et ce petit diagramme n'est pas pour vous rappeler ce qui est un point focal national quand on fait une crise sanitaire, mais plutôt de rappeler les partenaires tout à fait essentiels que nous avons, donc notamment les agences de sécurité sanitaire. J'y reviendrai puisque c'est un sujet. Il a été évoqué l'idée que ce paysage devait être recomposé, donc j'y reviendrai dans les minutes qui viennent. Et bien sûr, quelque chose qui est important, je viens de l'évoquer également, qui est la présence des agences régionales de santé, qui sont des partenaires tout à fait essentiels aujourd'hui, dans le cadre de cette stratégie nationale de santé qui s'installe, avec une déconcentration de la régulation de la santé qui est de plus en plus importante, avec un souhait donc de mettre au cœur de ces agences une meilleure coordination, non seulement des soins, mais aussi de la santé, c'est-à-dire des domaines de prévention, on y reviendra, et puis bien sûr dans l'action de la sécurité sanitaire, puisqu'en fait, très souvent, les établissements de proximité sont ceux qui effectivement peuvent résoudre les anomalies qui peuvent être constatées dans le système de soins ou dans les éléments liés à l'environnement. En novembre, je suis arrivé fin octobre. Dès le mois de novembre, j'ai été saisi par la situation de Chambéry et des nouveau-nés qui avaient reçu des poches nutritives dont la qualité
n'était pas du tout celle qu'on peut attendre de telle préparation. Et ceci mêlait à la fois un phénomène lié aux médicaments, donc l'agence du médicament avait été saisie, un phénomène lié aux infections nosocomiales, puisqu'il y avait suspicion d'infection autour des soins, et puis également des phénomènes d'alerte en infectiologie, donc notamment avec les centres interrégionaux d'épidémiologie, donc ce qu'on appelle les CIR, qui sont représentés ici. Donc on voit que tout de suite, sur des éléments de sécurité sanitaire, beaucoup de partenaires s'installent, et cette régulation est évidemment tout à fait essentielle. Les ARS ont un rôle majeur, je viens de le dire, et quand vous prenez des éléments comme l'outre-mer, et ça je pense que c'est un sujet d'avenir pour nous qui est tout à fait essentiel, la Cour des comptes a rendu récemment un rapport sur la situation sanitaire des Outre-mer. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas tout à fait optimal. Et donc, on aura beaucoup de travail à réaliser là-dessus. Et deuxième message qu'il y a sur cette plaque, c'est que, il y a même deux autres messages qui sont derrière cette plaque, c'est que les risques émergents peuvent être un peu à distance de ce que nous vivons au quotidien. Par exemple, le chikungunya fait l'objet aujourd'hui d'une préparation pour l'été. Vous savez qu'aux Antilles, et donc c'était l'objet d'un déplacement que j'avais réalisé il y a effectivement quelques mois maintenant, aux Antilles, il y a une épidémie de chikungunya qui a suivi une épidémie de dengue. Le nombre de cas là-bas autochtones a dépassé les milliers, et donc il y a risque supplémentaire de voir importer depuis les Antilles ces cas de chikungunya, et d'en faire en France des cas autochtones, surtout quand il va y avoir coïncidence entre la saison des pluies sur la partie Antilles et puis notre saison d'été. Donc ce qui n'a pas eu lieu l'année dernière, ce qui n'a pas eu lieu l'année d'avant, peut avoir lieu cette année ou l'année prochaine. Et donc il y a une notion de préparation qui est tout à fait indispensable. Donc premier message, c'est que vous ne faites pas de la sécurité sanitaire ou de la prévention, c'est vrai pour les risques environnementaux également par exemple, ou pour les mauvais comportements, le tabagisme, sans réfléchir au-delà de vos frontières. C'est un message tout à fait essentiel. La deuxième, c'est qu'il y a des modes de préparation par rapport à ces épisodes qui peuvent nécessiter de la recherche. Et il y a à l'heure actuelle sur les Antilles, autour du chikungunya, une recherche qui s'est développée, qui est une recherche, on va dire, dans le contexte de l'émergence des risques, qui est en particulier menée par le professeur Delfrécy, qui travaille à l'Institut thématique d'Avizan pour les maladies infectieuses, et donc qui a développé toute une réflexion qui est à la fois biologique, virologique, mais aussi de sciences humaines et sociales, et de recherche clinique, puisqu'il y a des soins qui sont également envisagés autour notamment de la prise en charge des femmes enceintes qui se retrouvent contaminées par le chikungunya. Et toute la partie sciences humaines et sociales est un élément très important dans ce contexte, puisqu'il y a aussi l'organisation et la préparation des sociétés. Et donc on ne fait pas de santé publique sans réfléchir, bien évidemment, à la façon dont soit une innovation, soit une situation quelle qu'elle soit, est intégrée par la population. C'est une évidence, mais encore faut-il le vivre et faut-il développer une recherche par rapport à ça, j'y reviendrai. Et donc effectivement, quand vous allez sur la Martinique ou la Guadeloupe et que vous faites de la lutte antivectorielle, ça veut dire des choses assez pragmatiques, comme enlever des carcasses de voitures, aller voir dans les gouttières, se poser la question de savoir quelles sont les actions qui portent, mêler la population à tous les niveaux, et y compris d'ailleurs au niveau scolaire. Et là aussi, c'est un message très important qu'on va retrouver dans la stratégie nationale de santé, c'est d'aller plus tôt auprès de ceux qui portent la santé publique, c'est-à-dire les futurs concitoyens, et de fait, en essayant de les éduquer mieux, soit à leur prise en charge personnelle, donc leur éducation à la santé, soit aux actions qu'ils peuvent porter au niveau du pays dans lequel ils vivent ou dans la région dans laquelle ils vivent. Ici, typiquement, les enfants de la Martinique avaient eu un certain nombre d'éléments de sensibilisation au cours de leur prise en charge pour leur expliquer ce qu'est la lutte antivectorielle, c'est-à-dire en fait ce point essentiel qui est de rompre le cycle de reproduction des moustiques et d'éviter que ces moustiques, en piquant des humains, continuent de transmettre le virus qui, lui, développe cette pathologie qui s'appelle le chikungunya, ce qui veut dire l'homme penché, et ceci est lié aux arthralgies multiples et à la fièvre, etc. Sur ce point
Deux petits éléments. Un petit élément, question posée tout à l'heure par Gérard, qui m'a dit finalement, tu as changé de métier. La réponse est non. Quand vous êtes directeur général de la santé, vous êtes toujours le médecin des Français. Quelque chose d'absolument vécu de l'intérieur. Vous restez médecin. Alors vous restez médecin parce que, au quotidien, vous rencontrez un certain nombre de situations qui appellent de vous des connaissances médicales et qui nécessitent que vous creusiez de manière assez intense ces connaissances médicales. Et c'est des connaissances médicales qui sont autant liées à la description clinique d'un tableau, qui permet effectivement d'identifier un certain nombre d'éléments sur le plan épidémiologique, mais aussi, par exemple, sur le plan des prises en charge, la thérapeutique, les médicaments, les dispositifs médicaux, la sécurité qu'il y a avec ou non. Et tout ceci fait de vous un médecin, et un médecin très polyvalent, préoccupé à la fois, je dirais, de ce qui est l'essentiel de la médecine, c'est-à-dire identifier les problèmes médicaux, et puis trouver les bons comportements thérapeutiques. Donc vous restez dans ce métier-là réellement un médecin en responsabilité. Évidemment, ça s'est sorti d'un certain nombre d'autres métiers, mais celui-là est tout à fait essentiel. Alors, deuxième point qui est un point d'anecdote, parce que j'avais dit que je raconterais une histoire pour les quelques-uns d'entre vous qui étaient déjà arrivés tout à l'heure. Je salue ceux qui sont arrivés à l'heure, d'ailleurs. C'est une blague. Pour avoir été moi-même très souvent en retard, je ne peux tenir grief à personne. Toujours est-il que l'histoire est la suivante, c'est que quand nous avons fait cette lutte antivectorielle aux Antilles, on était assez convaincus de nous-mêmes, forcément, et puis il y avait de la télévision qui accompagnait la démarche, et donc il fallait montrer que la lutte antivectorielle, ça se fait avec la population, et ça se fait en pleine concertation pour la santé de tous. Et donc nous sommes allés chez une dame qui avait un fût, puisque vous savez que ces larves ont tendance à se développer dans les eaux croupies, c'est pour ça qu'on fait de la destruction non seulement de carcasses qui peuvent contenir des quantités importantes d'eau lorsqu'on est dans la saison des pluies, mais aussi ces gouttières. Et donc il y a un recueil de l'eau de pluie dans ces pays qui est tout à fait essentiel, et l'utilisation n'est pas faite pour l'approvisionnement personnel, mais pour arroser les jardins, etc. Et donc nous sommes allés chez cette dame avec la télévision derrière en lui disant « Madame, on va vous montrer où se nichent les larves ». Et donc on lui a montré où se nichaient les larves, avec une projection lumineuse, intense, pour bien voir les petites larves s'agiter dans le fût. Et cette petite dame tenait dans ses bras son bébé. Et donc on lui a expliqué que c'était sans doute pas très raisonnable de vivre à proximité de ces larves et qu'on risquait très clairement d'avoir des soucis de santé. D'ailleurs, on lui a cité le cas d'autres mamans qui avaient eu avec leur bébé des tableaux assez sévères de chikungunya. Et donc on lui dit, madame, vous êtes donc d'accord pour qu'on renverse votre fût, ceci devant les caméras de télévision, pour montrer à quel point la lutte antivectorielle était forte et intense. Et là, elle a commencé à devenir assez désagréable, en nous expliquant qu'elle allait faire son béton le lendemain dans son jardin. Effectivement, elle était en train de remettre en état un mur de proximité. Et on lui a dit, oui, mais quand même, pour vous, c'est dangereux, il faut faire quelque chose. Vous ne pouvez pas rester comme ça. Ah non, 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 mais écoutez, vous faites ce que vous voulez ici dans le jardin, mais vous ne touchez pas à mon eau, parce que moi, je ne pourrais pas faire mon béton le lendemain. Et donc, on n'a jamais pu faire quoi que ce soit. Et effectivement, le risque pris était important, c'était celui d'avoir une caméra qui nous filmait au moment où cette dame nous aurait quelque part peut-être envoyé comme des malpropres hors de son jardin. Et donc, ceci illustre au moins deux choses. La première, c'est que vous ne faites pas de santé publique avec la contribution de la population, et qu'en tout cas, le soutien de ce point de vue-là est majeur. Et la deuxième, c'est que vous avez tendance à rentrer dans la vie privée des gens. Et donc, il faut parfois des dispositions un peu particulières qui autorisent cela. Et donc, la santé publique, c'est aussi, pour le bénéfice du plus grand nombre, d'imposer un certain nombre de choses aux particuliers. Et vous savez, par exemple, c'est le sujet, notamment de la vaccination, qui est un sujet, par les temps qui courent, assez compliqué. Alors après, ces petits éléments qui sont à la fois des éléments personnels et, je dirais, un peu d'illustration de ce qu'est finalement le travail de directeur général de la santé, qui, au travers des quelques anecdotes que je vous ai rapportées, montre à quel point il est riche et varié. Quelques éléments principaux pour moi au cours et pour la direction, bien sûr, avec laquelle je travaille, qui représente environ 350 personnes. Quelques éléments de perspective, très rapidement. Donc, l'outre-mer, qui est un sujet très important après le rapport de la Cour des comptes, qui nous amènera à prendre un certain nombre de dispositions très spécifiques. Le renforcement de la présence internationale, puisque à partir de 2015, la France rentre à nouveau au Conseil exécutif de l'OMS. Et donc, j'ai souhaité être le porteur
de la voix française au Conseil exécutif de l'OMS. Mme Touraine m'en a confié la responsabilité. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que c'est tout à fait essentiel d'être présent au plus haut niveau à l'international quand on veut réussir la santé publique dans notre pays. Ceci étant vrai pour les éléments de règlement sanitaire international, mais c'est vrai également lorsqu'on se porte à l'Agence européenne du médicament pour gérer les dossiers qui nous reviennent ensuite très rapidement, ou quand on va dans les différentes commissions régler les problèmes, par exemple, de conduite addictive. On peut penser par exemple au tabac, il vaut mieux savoir ce qui se passe à l'Europe avant de voir ces règlements s'imposer à nous. J'ai insisté sur la notion de recherche. C'est tout à fait essentiel de travailler sur la recherche. On pourrait penser que cette direction n'est pas dans ses attributs à s'interroger sur la recherche, ce serait une erreur flagrante. Il y a la nécessité de coordonner la recherche, non pas d'être soi-même celui qui va porter les différents programmes de recherche, qui va les initier, mais être plutôt à la promotion des idées qui vont avec, c'est-à-dire en réalité de savoir comment la recherche, et notamment la stratégie nationale de recherche qui a été mise en place par le gouvernement l'année dernière et qui avait conduit cette stratégie à Mme Fioraso, comment est-ce que la stratégie nationale de santé se nourrit de cette stratégie nationale de recherche pour s'assurer que les grands objectifs qui sont ceux de la stratégie nationale de santé vont pouvoir être déclinés, mesurés, évalués, et c'est des actions de recherche qui doivent se faire. Très simplement, vous considérez qu'il faut faire de l'interventionnel en population, et donc vous allez mettre en place un nombre de mesures dans le cadre de votre stratégie nationale de santé. Il est tout à fait indispensable de s'assurer, au fur et à mesure que le développement se fait, que vous avez pris les bonnes actions et qu'éventuellement elles ne sont pas orthogonales par rapport aux priorités qui sont les vôtres. Et ceci passe par une évaluation qui n'est pas simplement des études, qui est littéralement de la recherche, pour être certain, et ceci à court terme, que les dispositions prises vont être riches de conséquences positives. Je prenais l'exemple du chikungunya et de la recherche dans des situations de crise sanitaire émergente. Savoir ce qui se passe dans ce moment de crise sanitaire pour mieux anticiper la crise suivante, c'est tout à fait essentiel pour pouvoir bien conduire les affaires en termes de santé publique dans ce pays. J'ai coutume de dire que la recherche d'aujourd'hui, c'est la santé de demain. Je crois que c'est vrai, bien évidemment, dans le domaine de l'offre de soins, mais également dans le domaine de la santé publique. D'ailleurs, aujourd'hui, on fait de moins en moins la séparation entre recherche clinique, recherche translationnelle, recherche fondamentale, sciences humaines et sociales. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des recherches qui ont tendance à s'interposer les unes avec les autres, à s'intercaler les unes avec les autres, de telle sorte qu'on puisse réussir un programme qui soit un programme de qualité. On a aujourd'hui à la tête de l'Institut thématique de santé publique le professeur Geneviève Chêne, qui a été formé par Roger Salamon à Bordeaux, et avec laquelle donc, on prépare une réflexion sur un grand programme national de recherche en santé publique. Je ne sais pas si c'est la formule qui finalement sera utilisée, mais en tout cas on réfléchit pour rendre cohérentes nos actions en termes de recherche et de les rendre cohérentes par rapport à la stratégie nationale de santé. J'ai aussi choisi d'avoir une action forte en communication. Très sincèrement, après avoir expliqué ce que j'ai expliqué, ça ne peut pas être une surprise. La communication est une action de santé publique. C'est assez difficile à réaliser. Aujourd'hui, d'une certaine façon, la démocratie sanitaire s'est installée aussi par les actions de communication, par le fait que les gens s'expriment, que les médias relayent la façon dont les gens intègrent un certain nombre de données. Quand il existe dans notre pays une inquiétude sur la vaccination, il ne suffit pas de dire « circuler, il n'y a rien à voir ». Ces inquiétudes sont assez régulièrement fondées sur des situations qui ont été des situations difficiles à vivre, sur des anomalies, et il s'agit de trouver les bonnes réponses par rapport à cela. De ce point de vue-là, je pense, ceci restera à démontrer bien évidemment, que le travail en lien avec les associations est tout à fait important. Les associations de patients sont des partenaires majeurs aujourd'hui en santé publique. Ils connaissent les pathologies, parfois d'une manière tout à fait pointue. Ils ont des actions de promotion de la recherche et travailler de façon concertée avec les associations
est certainement une façon d'aborder de manière beaucoup plus intelligente les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Et donc, j'ai souhaité mettre en place un système permettant de faire de la coordination stratégique avec les associations sur les sujets qui sont les leurs. Ça mettra encore un peu de temps, mais dans le cadre de l'installation de la démocratie sanitaire telle que l'a souhaité Madame Compagnon, je pense que c'est un objectif tout à fait important. 2 points qui sont à l'ordre du jour, c'est la réorganisation des vigilances sanitaires. C'est un dossier qui avait été porté par mon prédécesseur Jean-Yves Graal, qui est un sujet important, puisque chaque jour, on peut concevoir que des alertes dans notre pays sur le plan de la sécurité sanitaire sont significatives. Est-ce qu'elles entraînent automatiquement des réponses lourdes et de grands volumes? Non. Mais il y a chaque jour des signaux qui nous remontent, et donc le traitement de ces signaux est tout à fait essentiel. Et donc une partie de cette réponse à la réorganisation des vigilances sanitaires passe par des dispositifs renforcés en région. C'était ce qu'avait proposé Jean-Yves Graal lors de la remise de son rapport. Nous avons continué ce mouvement en essayant d'être le plus pragmatique possible et donc d'utiliser des systèmes d'appui qui existent déjà en les renforçant en lien avec les ARS, qui sont extrêmement demandeuses de pouvoir organiser cela au mieux. Enfin, dans ces grandes lignes, le système d'agence, qui est un système qui a connu son développement à l'occasion justement de différentes crises sanitaires, qui est un système qui est décrit régulièrement comme peu lisible, comme associant des composantes multiples dont l'organisation n'est pas toujours facile à appréhender, avec, pour ce qui est de la responsabilité de la DGS, environ 11 agences qui sont concernées, allant d'agences extrêmement volumineuses comme l'EFS, qui n'est pas encore sur cette plaque, mais dont je vais parler après. L'établissement français du sang, c'est 9000 employés. On n'a pas, nous, de responsabilité directe sur ce plafond d'emploi, j'y reviendrai, mais on a à travailler avec l'EFS d'une manière tout à fait essentielle, compte tenu de la responsabilité sur la filière du sang de cet établissement. Vous avez des agences comme l'Agence du médicament, plus de 1000 personnes, donc des très grosses agences, connues et pour le coup lisibles. Donc sur cette plaque, vous voyez l'Institut de veille sanitaire, l'INVS, l'Institut de prévention et d'éducation en santé, l'INPES, dont l'objectif est de favoriser la promotion de la santé, l'EPRUS, qui est l'établissement pour la réponse aux urgences sanitaires, donc qui est plutôt une organisation faite pour se préparer aux pandémies, notamment pour permettre l'achat et le stockage de vaccins ou d'autres dispositifs susceptibles d'être utilisés dans des situations de pandémie et dont l'action principale à l'heure actuelle, dans ce moment où on est plutôt dans la préparation que dans la gestion sur notre territoire des crises sanitaires, c'est de se projeter vers l'extérieur pour venir en assistance sur des territoires, notamment les territoires d'outre-mer. Et quand je suis allé aux Antilles, je suis parti avec le directeur de l'EPRUS, M. Marc Meunier, pour voir avec lui comment on pouvait mettre à disposition quelques ressources humaines pour améliorer la prise en charge quotidienne de cette crise du chikungunya. Enfin, sur cette plaque, vous voyez également l'agence de biomédecine, donc, qui est une agence tout à fait particulière, qui fait d'ailleurs autant de la régulation que de la surveillance sanitaire, notamment par le fait qu'elle est capable, pour ce qui est de la régulation, d'avoir une action très concertée et très cohérente sur la prise en charge des greffes. 2 autres agences très, très importantes qui sont l'ANSES, qui a été déjà une agence de fusion, puisqu'elle a été le résultat de la fusion de l'AFSET et de l'AFSA, donc qui ont permis de joindre à la fois la santé et l'environnement, la santé et le travail et les aspects d'alimentation. Et puis l'IRSN, qui est une agence un peu moins connue, mais dont on reparlera, qui est celle qui s'occupe de la sûreté nucléaire. Donc quand on regarde ces grands groupes d'agences, il y en a d'autres derrière, et je ne vais pas trop les détailler ici, on a grosso modo des ensembles qui correspondent à la santé des populations, aux risques environnementaux, aux produits et pratiques. Et quand vous rajoutez quelques contributeurs essentiels, que sont le Haut Conseil de santé publique,
La Haute Autorité de Santé, je rappelle que la Haute Autorité de Santé est indépendante, donc on n'a pas d'action directe avec elle, mais nous travaillons beaucoup avec cette Haute Autorité de Santé. Et puis, en bas de la plaque, l'Institut pour le cancer, l'INCa, et justement l'établissement français du sang, vous renforcez cette lisibilité en grande association. L'idée que nous avons à l'heure actuelle, c'est une idée qui est bien sûr à décliner, à travailler avec les agences. C'est une idée on va dire, d'habitude de travail ensemble, de positionnement fonctionnel, avec une administration qui s'appelle le CASA, qui existe à l'heure actuelle, qui est le comité d'animation stratégique, ou plus exactement le comité d'animation du système d'agence, et qui permet de réfléchir ensemble et de travailler ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup plus aujourd'hui à proposer des pistes de réflexion communes et un travail commun que de rentrer dans une logique de domino et d'association des uns avec les autres. Donc le travail à l'heure actuelle que nous avons mis en route et avec lequel nous commençons de concerter avec les directeurs d'agence, c'est d'avoir des temps de réflexion communs, des programmes de travail communs par regroupement de missions. Par exemple, si on prend la filière du médicament, il semble assez logique de demander à l'HAS, de travailler avec la NSM, de travailler avec l'ABM sur un certain nombre de sujets, sans exclure l'EFS, et en particulier quand on va rentrer dans cette logique aujourd'hui, qui est celle de l'évolution du plasma comme un médicament. Il semble assez logique de regrouper ces personnes, non pas en termes de bâtiment, mais en termes de savoir-faire, et de réfléchir ensemble sur qu'est-ce que c'est qu'aujourd'hui la filière du médicament en France, par exemple. Quand vous prenez l'HAS, qui a la commission de transparence, la commission médico-économique, que vous avez à la NSM l'évaluation du bénéfice-risque, évidemment, il y a un moment donné où il vaut mieux qu'ils puissent réfléchir à la filière ensemble. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut les mettre ensemble dans la même boîte. Si on les a séparés, c'est qu'il y a eu aussi quelques raisons pour cela. Et donc il ne s'agit pas de faire, encore une fois, des structures, mais plutôt de réfléchir à des programmes qui puissent être des programmes concertés. Alors vous avez en bas de cette plaque la notion de recherche, encore une fois. Et donc quand vous prenez les modèles nord-américains, que ce soit la FDA ou le CDC, donc qui sont des homologues de la partie médicaments ou de la partie, pour le CDC, pour la partie épidémiologie, ce sont des structures qui sont science-based, c'est-à-dire qu'elles sont réellement assises sur de la recherche, et de la recherche parfois de très haut niveau, qui donne l'objet de valorisation de haut niveau. Et il nous semble que beaucoup plus de concertation avec des plateformes comme Avisan, donc qui est l'Alliance pour les sciences de la vie et de la santé, qui comprend l'INSERM, le CNRS et d'autres groupes de parties prenantes sur le thème de la recherche et de la réflexion académique. Il nous semble intéressant d'avoir plus de transversalité, aussi bien sur les thèmes portés, mais aussi sur les possibilités pour les agents de transiter de l'un à l'autre. Il nous semble que c'est important pour les agences, même pour la recherche, d'avoir cette réflexion partagée, cette réflexion commune. Un exemple de cela et de sa réussite, c'est typiquement l'INCa, où vous avez par exemple Fabien Calvo, donc, qui est le responsable de la réflexion scientifique de l'INCa, professeur Fabien Calvo, qui est en même temps aujourd'hui le coordonnateur de l'Institut thématique sur le cancer. Et donc on a une logique totalement partagée entre des projets de recherche et la manière dont l'agence se développe. Alors, d'abord les enjeux financiers. Quelques éléments qui vont être des éléments communs à beaucoup de parties prenantes en santé, donc qui vont être liés à ce moment que nous vivons, qui est celui du pacte de responsabilité. Donc quelques chiffres pour se souvenir de ce que représentent aujourd'hui les financements pour la prévention et la sécurité sanitaire et la responsabilité de la Direction générale de la santé dans l'attribution de ces financements. Vous le voyez, une grosse partie qui est de 700 millions d'euros environ, qui correspond surtout les éléments d'accompagnement des agences sanitaires et ce qui est porté par les ARS. Et puis une contribution de l'assurance maladie qui est aussi assez importante et qui se fait aussi au profit soit des agences, soit d'un certain nombre de programmes mis en œuvre par l'administration centrale et notamment l'accompagnement des associations. Juste pour noter, vous verrez que le fonctionnement de la direction elle-même est relativement modeste par rapport à l'ensemble de ces financements
et il est peu probable que ce soit en interne au ministère qu'on trouve des éléments d'économie majeurs. Très certainement, là où nous devrons agir, et la réduction des montants prévisionnels est de l'ordre de quelques pourcents, ce sera vraisemblablement au niveau des agences nationales, et bien sûr sur un certain nombre de financements qui seront apportés aux ARS. Je ne détaille pas cela, on pourra en reparler si vous le souhaitez. Bien sûr, ceci aura des impacts sur la façon dont, au niveau des régions, les financements sont attribués et la manière dont ils sont utilisés. Pour être assez simple, et ceci fera partie des éléments de réflexion et des éléments portés par la stratégie nationale de santé, on a une volonté partagée entre l'ARS, la Caisse nationale d'assurance maladie et le ministère, d'avoir une meilleure lisibilité de la coordination territoriale, à la fois sur la dimension du soin, donc améliorer le dispositif de coordination interhospitalière, la relation entre la ville et l'hôpital, mais aussi, bien sûr, des éléments de lisibilité de ce qui est la prévention. Vous savez que la prévention, aujourd'hui, est surtout dans les mains du Fonds d'intervention régionale et dans les mains de l'Institut national de prévention d'éducation en santé, avec des objectifs qui sont normalement les mêmes, mais quand on regarde la manière dont les financements sont distribués, finalement des logiques sont assez différentes, avec une logique de financement sur projet pour l'INPES, donc au travers des instituts régionaux de santé publique, des financements qui sont parfois tout à fait adaptés aux situations régionales, parfois pas exactement adaptés, pour la raison suivante, c'est que finalement ce sont les meilleurs projets, parce que c'est un financement appel à projet, ce sont les meilleurs projets qui passent. Or, il me semble qu'il faut développer une culture qui est plutôt celle de projets de financement adaptés aux situations de diagnostic fait. Encore une fois, c'est un diagnostic, mais c'est un diagnostic régional sur les pathologies rencontrées. Je parlais tout à l'heure de l'exemple du cancer du sein dans la région Nord-Pas-de-Calais et de la surmortalité. Cette surmortalité, elle n'est pas liée à des éléments génétiques, elle est liée à un retard d'accès aux soins, un retard de diagnostic. Et donc, on sait qu'une partie de la réponse passe, mais pas seulement, elle passe par des installations médicales et notamment par la présence d'outils de diagnostic d'imagerie. Mais pas seulement, elle passe aussi par l'éducation elle-même des médecins concernés et puis des populations, c'est-à-dire leur faire savoir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui nécessitent de se surveiller régulièrement et d'aller vers une prise en charge qui soit beaucoup plus tournée vers soi-même et en tout cas vers ces risques de santé. Donc tous ces éléments-là nous amènent aujourd'hui à réfléchir à des financements qui soient mieux coordonnés par rapport aux besoins et aux diagnostics régionaux, et donc ça fera l'objet des futurs contrats d'engagement, donc les contrats prioritaires d'objectifs et de moyens qui seront passés avec les agences régionales, de telle sorte qu'on ait, en lieu et place de schémas régionaux de prévention qui étaient assez individualisés sur les problématiques que les régions pouvaient considérer comme importantes pour elles, coordonner mieux à la fois ces problématiques rencontrées par les régions, mais aussi les grands indicateurs nationaux qui sortiront de la stratégie nationale de santé, qui nous permettront d'avoir une démarche cohérente, nationale, et qui permettra effectivement ensuite de les décliner, ces paramètres, au niveau régional. Et donc finalement d'amener les financements sous une forme relativement univoque, plutôt par un pilotage d'agences régionales de santé, avec sans doute une forme d'évaluation de la manière dont ces financements ont été utilisés pour rendre compte des situations diagnostiques faites au niveau des populations. Donc, quelque part, faire un financement à une activité de prévention qui peut être identifiée, sans parler de tarification à l'activité, ce qui serait évidemment un gros mot, puisque nous n'avons pas vraiment les moyens de l'évaluation. Ce n'est pas le concept en tant que tel qui serait choquant, mais c'est plutôt de manquer aujourd'hui, alors que nous en disposions dans les années 2000 dans les hôpitaux, de traçabilité réellement de ce qui peut être fait en termes d'activité. Mais ceci viendra et ceci s'affinera, je pense, au cours des années prochaines. Voilà quelques éléments de réflexion que je souhaitais vous apporter ce matin. Il y a beaucoup de choses encore à pouvoir vous dire, notamment sur tous les risques émergents auxquels on peut assister, mais je peux y répondre sous forme de questions, et aussi sur les éléments principaux de la stratégie nationale de santé. Je répondrai sous forme de réponse à vos questions qui, j'imagine, vont venir. Merci beaucoup. Merci en tous les cas de votre intervention. Je vais peut-être commencer par Alain Marquier.
Donc j'avais deux questions. Tout d'abord, vous avez parlé donc de la refonte de la politique des agences. Je vais prendre deux exemples. Vous avez dit que vous allez parler du plan santé environnementale. On avait l'impression, hein, en tant que communicant, que quand il y avait une agence dédiée, bon, avec du bon et du mauvais, on en parlait pas mal. Quand ça a été fondu, je vais donner une thèse, on en a parlé beaucoup moins. Donc, en coordonnant mieux, est-ce qu'il n'y a pas une certaine, j'allais dire, paralysie de la communication? Mais à l'inverse, dans certains domaines où il y a plusieurs agences, on a l'impression, je me contredis, parfois d'une certaine cacophonie. Comment vous allez régler ce problème à la fois de mutité ou de cacophonie? Ma première question, et après j'en finirai. Vous n'avez pas parlé d'un sujet dont on parle beaucoup dans les couloirs. C'est ce qu'on appelle, entre guillemets, la crise de l'expertise. Comment la vivez-vous et comment comptez-vous la résoudre? Puisqu'on entend dire par-ci et par-là que c'est un des secteurs où on ne manque pas de postes, mais plutôt de candidats. Vous parlez comme ça. D'accord. Alors, premièrement, donc les agences. Sans doute qu'une partie de la réponse à votre question tient dans l'idée que le regroupement d'agences, non pas physiquement, mais dans des programmes de travail, permettra de rendre plus lisibles effectivement les sujets qu'elles portent ensemble. Je vais vous donner un exemple qui est celui de l'Institut de veille sanitaire et de l'Institut de prévention en santé. J'étais à l'Institut de recherche en santé publique et donc on parlait des projets de recherche qui pouvaient être émergents à l'aune des 2 prochaines années. Et donc l'INPES est venu avec un projet autour de l'addiction au jeu et d'un financement, par ailleurs, on peut en rediscuter, par la Française des Jeux. Donc, une fois qu'on a eu évacué le financement par la Française des Jeux, j'ai demandé pourquoi ils s'intéressaient à l'addiction au jeu. Ils m'ont répondu parce qu'ils font l'épidémiologie de l'addiction au jeu. Et je trouve qu'il est peut-être plus raisonnable que l'INVES fasse l'épidémiologie des comportements addictifs et que l'INPES fasse plutôt l'objet d'une réflexion sur la promotion de ce qui peut être des modifications des conduites addictives, quelles qu'elles soient, le jeu ou autre. Et donc, le fait de les faire travailler ensemble amènera, je pense, une clarification des missions. Et la cacophonie, elle vient du fait que peut-être, par moment, certains parlent à la place d'autres, et que du coup, l'écoute qui peut être faite n'en est pas très très bonne, avec des phénomènes de parasitage. Et donc, ça suppose qu'effectivement, il y a une programmation qui se fasse ensemble. Pour autant, aujourd'hui, tel que nous le concevons, les directions d'agence resteront en place avec leurs responsabilités. Est-ce qu'un programme de travail développé sur plusieurs années amènera une réflexion sur, puisqu'on a parlé d'efficience quand même, sur la capacité de partager des fonctions support, de réfléchir mieux sur la manière dont les missions sont assumées? C'est possible. Mais il faut évidemment se protéger d'une mise en œuvre qui sera une mise en œuvre un peu brutale de réorganisation, qui finalement amènerait surtout à une peur, parce que la peur est très motivante, une peur et un phénomène de rejet. Donc je crois qu'il est important pour nous de nous concentrer sur l'essentiel, qui est effectivement la lisibilité des actions. Pour ce qui est de l'expertise, très clairement aujourd'hui, et ceci est, je crois, transitoire, au moment où la lisibilité des relations qu'il peut y avoir entre des experts et un certain nombre d'éléments de support, qui peuvent être des supports aux recherches que ces experts peuvent porter, ou à d'autres types de relations contractuelles fondées notamment sur effectivement leur expertise et le travail qu'ils peuvent faire pour des soutiens industriels. Il y a un apprentissage à faire sur finalement qu'est-ce que c'est qu'un lien, comment est-ce qu'il se décline. Il ne faudrait pas penser qu'il suffirait de rechercher des experts qui sont systématiquement en dehors du champ du lien d'intérêt pour penser qu'on est de fait protégé par tout conflit. Vous savez très bien que nous avons des plus jeunes qui ne sont pas nécessairement autant associés avec des relations et des liens d'intérêt et qui pour autant ont une réflexion qui est partagée avec leurs aînés et avec les équipes dans lesquelles ils travaillent. Donc je pense que la transparence était tout à fait intéressante. D'ailleurs, elle devra aller au-delà du champ des seuls professionnels de santé. Maintenant, il faut la discipliner, travailler avec des repères qui soient des repères modifiés par rapport à ces liens d'intérêt. Aujourd'hui, les experts se trouvent plus difficilement, c'est vrai, avec les conditions que j'ai évoquées. Pour autant, ce n'est pas non plus du domaine de l'impossible.
Après, derrière votre question, il y en a une autre qui est cachée, qui est quelle est notre... Enfin, je ne sais pas si elle est cachée, en tout cas, moi, j'ai ce point-là en tête qui est très important pour nous, qui est Direction générale de la santé avec ces agences, quel est le niveau d'expertise que nous devons solliciter auprès de ces agences, quelle que soit la façon dont ensuite cette expertise puisse être proposée, en sachant que dans le cadre interne des agences, on a déjà des viviers d'experts très importants, avec un bémol qui est pour moi l'usure de l'expert dans le cadre de son activité, d'où la nécessité d'avoir, je pense, ces passerelles avec la dynamique de la recherche telle que je l'ai évoquée précédemment. Mais la Direction générale de la santé, elle a une mission tout à fait essentielle qui est de solliciter l'expertise. Et donc, nous sommes rentrés depuis quelques mois dans une logique qui va être une programmation de l'expertise dans le cadre d'une veille sanitaire, d'une anticipation des problèmes qui peuvent nous arriver. Un des problèmes de la DGS, c'est que le quotidien est tellement intense que vous répondez parfois à la sollicitation par l'événement par une demande d'expertise immédiate auprès d'une des agences. Et donc, ce n'est pas toujours très coordonné. Et donc, je crois qu'il y a un besoin pour nous, que ce soit auprès de l'Agence du médicament, auprès de l'Institut de veille sanitaire ou d'autres, on a un besoin aujourd'hui de programmer réellement l'expertise, de telle sorte qu'on ne nous dise pas un jour, sur ce sujet-là, il est passé 3 ans sans que vous sollicitiez jamais personne, comment se fait-ce ? Alors, évidemment, la vraie crise sanitaire, c'est celle qu'on n'anticipe pas, et on en a tous des exemples fameux en tête. Mais néanmoins, au moins celle qu'on peut anticiper, je crois qu'il faut absolument qu'on s'astreigne à un programme de travail plus rigoureux et que nous sollicitions nos agences à ce titre-là. Oui, merci Benoît. En fait, j'ai 2 questions. Une question, je voudrais savoir si j'ai bien interprété ce que tu as dit effectivement sur les appels à projets au niveau régional et pour effectivement développer soit des expériences, soit la mise en place d'autres choses. Moi, j'ai entendu dans ce que tu as dit, peut-être, l'idée que l'appel à projet, tu vas me contredire, l'appel à projet, finalement, ça contribue un peu à saupoudrer et qu'il faudrait peut-être que les agences régionales reprennent la main avec une action plus programmatique et peut-être plus générale sur l'ensemble de la région. Je ne sais pas si c'est un peu ma première question. Ce qui est important, je trouve, ce que tu dis là, ça me paraît important parce que il me semble qu'effectivement, en santé publique, l'histoire des ARH et de la France, ça a été systématiquement avec des petits montants, des saupoudrages de encore plus petits montants, avec un problème effectivement d'atteindre une masse critique finalement en termes de restructuration véritablement de l'offre de soins. Ça, c'est un peu ma première question. Ma deuxième question, ça va renvoyer effectivement à la stratégie nationale de santé. Il y a la DGS a, comme tu l'as dit, cette responsabilité, cette mission particulière de la prévention dont tu as parlé. En même temps, et on est un espèce de tournant, je crois, dans le système de santé français. Bon, alors, est-ce que les 10 milliards d'économies, c'est simplement on fait la purge et puis après ça, on remet les choses en route, etc. Je ne sais pas, mais on a une espèce de tournant quand même, qui est qu'on voit bien que on ne va pas finalement réussir à améliorer l'efficience du système si on ne rebascule pas complètement et on ne restructure pas complètement finalement les soins de ville, en gros, et la relation entre les soins de ville et l'hôpital. Ce qui est en train de se faire au travers des nouveaux modes de rémunération, de la création des maisons de santé pluridisciplinaires, etc. C'est engagé, tout ça est engagé. Probablement au travers de financement du FIR aussi, c'est assez engagé. Et puis tout ça, c'est couronné effectivement par quand même cette notion de gestion du parcours du soin qui a été mise en évidence dans la stratégie nationale de santé. La question, je voudrais te poser pas une question, je voudrais pas que tu considères ma question comme une question embarrassante, mais comment se fait l'articulation entre DGOS et DGS sur ces questions ? Je veux pas faire de la polémique. Hein. C'est pas une question polémique, c'est une question. Non, mais y a pas. La DGS a l'air quand même assez bouffée finalement. C'est marrant, tu as présenté des gros dossiers finalement. Les agences, ça te prend la tête. La veille sanitaire, ça te prend la tête. Non, et puis tu n'as pas tellement parlé finalement des aspects d'organisation des soins. Voilà. Mais prends pas ça comme une question agressive. Non, mais pas de souci. Alors, merci pour ces 2 questions. Donc, d'abord, ces dossiers ne me prennent pas la tête, Gérard. Ces dossiers vraiment passionnants. C'est vraiment passionnant parce que vous avez le sentiment qu'avec toutes les personnes de qualité qui travaillent aussi bien dans les directions qui nous accompagnent, la direction de la sécurité sociale, la direction générale de l'offre de soins, la cohésion sociale et d'autres, on a des moyens très importants pour quelque part faire bouger les lignes. C'est un peu le sujet qui nous est donné. Et en réalité, si j'ai accepté
de venir sur ce poste, c'est parce qu'à un moment donné, j'étais depuis 2-3 ans sur les gros sujets nationaux, en particulier 13 offres de soins à ce moment-là, et qu'on ne peut pas dire au moment où vous proposez un poste comme celui-là, écoutez, non, ça ne va pas être possible, hein, parce que quand on pense que, après, la réalité sera au rendez-vous ou pas, quand on pense qu'éventuellement on peut contribuer d'une manière ou d'une autre à faire bouger les lignes, alors il faut s'y consacrer. Donc ceci ne me pose pas de problème, même si ça m'occupe effectivement beaucoup. L'hypothèse de la stratégie nationale de santé, c'est qu'il n'y ait plus... on ne va pas parler de la DGOS et de la DGS, je vais y revenir après. Mais quand je dis cela, c'est le continuum souhaité par la ministre. Et donc quand on parle d'une santé, c'est bien sûr quelque chose qui associe l'offre de soins, la prévention. Bon, classiquement, on sait qu'il y a une prévention primaire et des préventions secondaires et tertiaires, et que celles-là sont beaucoup plus proches du soin, ces deux dernières. Mais on comprend bien aussi que un système de santé qui ne serait là que pour offrir du soin au moment où les patients ne vont pas bien, méconnaîtrait les racines du mal. Les racines du mal, c'est quand même les comportements, les environnements qui sont défavorables, les circonstances épidémiologiques environnementales. Je pense en particulier effectivement aux agents de type vectoriel, etc. Donc, se prévenir, c'est aussi préparer sa non-entrée dans le système de soins, d'une certaine façon. Donc les deux sont nécessairement associés. Et je l'ai dit aussi, pas de recherche aujourd'hui en santé sans évoquer les différents briques qui la composent. Pour ce qui est aujourd'hui de la réflexion dans le cadre de la SNS, du parcours de soins et de la réforme qui est envisagée par la ministre. Très clairement, le sujet est beaucoup dans le lien ville-hôpital. Il est beaucoup dans la facilitation qu'il y a à faire sortir les patients ou à les faire moins rentrer. Les faire moins rentrer, c'est aussi un sujet de prévention, mais ça peut être aussi un sujet de prise en charge à domicile. Les faire sortir plus vite, c'est un sujet qui est très très important, mais pas seulement pour faire des économies. C'est parce qu'en réalité, on a bien montré que les patients, une fois qu'ils ont quitté l'hôpital, ils sont plutôt mieux chez eux. Quand on a fait la réforme, et c'est l'anesthésiste réanimateur qui vous parle, quand on a fait la réforme de la réhabilitation post-op précoce, qui d'ailleurs s'installe plutôt doucement en France à l'heure actuelle, mais elle va être encouragée par ce que la ministre souhaite faire autour de la chirurgie ambulatoire, on a montré que même pour les plus âgés, même pour les plus fragiles, retourner à domicile était garantie de succès par rapport à la chirurgie qui avait été faite. Autrement dit, la réhabilitation précoce, c'est sortir vite de l'hôpital. Et là-dessus, il y a des données qui sont des données tout à fait indiscutables. Aujourd'hui, l'assurance maladie, qui est un partenaire tout à fait essentiel, travaille sur le parcours de soins avec des programmes qui sont le programme PRADO, de retour à domicile précoce, que ce soit pour les soins obstétricaux ou que ce soit pour l'insuffisance cardiaque. Quand on regarde le programme d'insuffisance cardiaque qui est débutant, aujourd'hui on a quelques centaines de malades et donc c'est une expérience qui va se généraliser. Le moindre retour, la moindre réhospitalisation des patients en insuffisance cardiaque, qui sont quand même de grade 3 au grade 4 dans la classification de la New York Heart Association, c'est net, c'est significatif. Les patients sont moins réhospitalisés. Et la mortalité est moindre. Et ça, c'est encore plus incroyable. Donc, l'idée qui consisterait à penser qu'on fait des économies, tout le monde sort, on veut voir personne à l'hôpital, et que c'est une solution qui est juste une solution budgétaire, c'est une erreur. La réalité, c'est que c'est une meilleure prise en charge médicale. Et donc, de ce point de vue-là, le gros lien, c'est le lien du parcours de patient entre la ville et l'hôpital. Je pense que c'est là que nos efforts doivent se faire. Et ils doivent se faire, encore une fois, avec toutes les parties prenantes, c'est-à-dire l'organisation qui est faite avec les associations et les représentations des médecins généralistes, maille essentielle du territoire sanitaire, et puis bien sûr avec des partenaires aussi importants que les assureurs, et notamment l'assurance maladie. Quel est le rôle de la DGS dans cette configuration ? L'idée est d'installer un service territorial de santé qui ne fasse pas la différence entre l'offre de soins et la prévention. Et que les acteurs du soin soient aussi des acteurs de prévention. Et là encore, il faut reconnaître un certain nombre de mesures qui ont été envisagées, notamment par l'assurance maladie, qui est de faire du financement sur des objectifs de santé publique, par exemple le taux de couverture vaccinale, l'identification de telle ou telle pathologie initiale, et d'amener un certain nombre d'éléments relatifs à ça. C'est naissant, ça s'installe, il y a encore à faire, mais je crois que les orientations sont de ce niveau-là. Et donc, DGOS, DGS, DSS, Direction de la Sécurité sociale, ont réfléchi ensemble pour permettre de réaliser ce programme qui est celui de la ministre. Voilà pour l'aspect, je dirais, organisation, santé,
sur les territoires. Bien sûr, pour la partie santé sur les territoires, l'ARS est une étape très très importante. Au niveau du ministère, DGS, DGOS, ça travaille ensemble tout le temps. Nous avons des réunions bilatérales avec Jean de Beaupuy, elles sont mensuelles avec nos équipes qui se réunissent de manière hebdomadaire. Le sujet des vigilances est associé au sujet des événements indésirables graves. Tous les éléments relatifs à la santé mentale aujourd'hui sont totalement partagés et ils sont nombreux. Donc il n'y a pas réellement de difficulté. Il y a juste à se concerter pour finalement éviter d'être sur des éléments qui seraient des éléments redondants. Mais je dirais qu'en termes de management, ce n'est pas forcément très compliqué. Est-ce qu'une direction seule suffirait ? La réponse est non. Le chantier est extrêmement vaste et en l'état, la cohérence qui pourrait être donnée aux différentes parties n'est pas encore aboutie. Alors sur ta première question, sur les financements de recherche, oui, on l'a souvent dit, la recherche en santé publique n'est pas aussi lisible que l'est, par exemple, aujourd'hui la recherche clinique. C'était pas ça que je veux dire, c'est l'utilisation du FIR au niveau régional. Oui. C'est pas uniquement pour la recherche. Mais j'y viens. La recherche clinique aujourd'hui est beaucoup plus lisible que la recherche en santé publique et je pense qu'il y a 2 ou 3 grandes composantes. Il y a la dispersion des financements et donc l'idée qu'il n'y ait pas un programme lisible en tant que tel, c'est les efforts que nous développerons avec Geneviève Chêne pour rendre cette action plus lisible. L'IRESP, l'Institut de recherche santé publique, a pour autant généré des financements importants de recherche avec des montants annuels dépassant les 10 ou 15 millions. La partie qui va être la partie, pour moi, la plus essentielle, et on revient à la stratégie nationale de santé et au rôle des ARS, c'est qu'effectivement la santé publique s'empare des territoires, c'est-à-dire les universitaires de santé publique. Alors avec le président de la Société française de santé publique, Pierre Lombraille, on réfléchit aussi à cela, c'est-à-dire comment motiver les professeurs de santé publique, les enseignants de santé publique, l'école des études en santé publique, comment est-ce qu'on les motive pour qu'ils rentrent dans le champ du concret, c'est-à-dire qu'en lien avec les ARS, sur les diagnostics réalisés, il faudra les aider à les réaliser, les diagnostics, ça a été fait. Je veux dire, un certain nombre de professeurs de santé publique travaillent autour des observatoires régionaux de santé publique. Jean-Louis Salomé à Lille est un contributeur de ce point de vue-là. Mais après, développe des actions et de l'interventionnel en population. Parce que finalement, ça sera d'autant mieux fait que ça sera fait dans une notion de proximité avec les acteurs locaux, les acteurs de terrain, et notamment les médecins généralistes. Vous connaissez l'importance des médecins généralistes, par exemple, dans le dépistage de la grippe ou des pathologies syndromiques avec les réseaux GROG et Sentinelle que nous faisons travailler, avec lesquels nous avons des échanges nombreux et qui sont des échanges portés avec Pasteur et l'INSERM. Donc ce sont réellement des structures qui sont des structures reliées à la recherche. Eh bien, ces éléments-là sont des éléments de santé publique de territoire. Et donc, de fait, on a programmé de pouvoir avoir une convention qui ne soit plus seulement une convention entre le directeur général et le président d'université autour d'un CHU, mais aussi avec le directeur d'ARS. Donc c'est un chantier auquel on est en train de travailler avec Jean de Beaupuy et les ministres sur le sujet santé-recherche et la façon dont les conventions pourront être établies au niveau régional. Alors, je sais qu'à Lille, je termine juste là-dessus, à Lille nous avions développé une maison régionale de la recherche clinique et de la recherche en santé, hébergeant d'ailleurs l'équipe de santé publique depuis quelques 6 mois, 1 an à peu près, avec un objectif qui était de mailler la région, bien sûr avec les établissements publics ou privés, puisque les contributeurs, et en particulier chez nous, pas des moindres, comme le Centre de recherche sur le cancer, mais aussi avec les médecins généralistes, et d'adosser les médecins généralistes à cette maison régionale pour pouvoir ensemble travailler sur les questions de santé publique régionale. Donc je pense que c'est des initiatives de ce type qu'il faut encourager. Je ne reviendrai pas sur l'initiative de Bordeaux, qui travaille de manière très étroite avec le directeur d'ARS sur les programmes de recherche en santé publique et sur l'action à mener en populationnel pour améliorer les conditions de prise en charge. Dernière série de questions très courtes, et ça ne nécessite pas nécessairement de développement long. Vous avez rappelé Chambéry tout à l'heure. Ça pose la question de la communication en général. Oui. On était tous haletants à savoir ce qui s'était passé, les enfants décédés, etc. Aujourd'hui, on n'en parle plus, donc je viens vous demander des nouvelles. Alors, on n'en parle plus... Et pourquoi ? La question, c'est pourquoi on n'en parle plus ? Il y a des choses qui ont... On n'en parle plus dans les vraiment... médias. On n'en parle plus dans les médias.
Oui, non, mais d'accord, mais ça veut dire qu'on n'en parle plus dans le pays. Non. À part ceux qui s'en occupent. Aujourd'hui, il y a une inondation générale pendant un moment, et parfois une panique, parfois on dit tout et son contraire, tout et n'importe quoi. Et à partir de là, alors est-ce que c'est de la régulation qui vient de la DGS? Est-ce que c'est parce que vous avez été bon, puisque vous l'avez pris au départ et que vous l'avez suivi? Ou est-ce que finalement c'est le Kleenex des émotions, si j'ose dire? Alors, premièrement, je pense que les autorités de santé ont été assez bonnes sur le sujet, puisque finalement, ça a été pris tout de suite. Effectivement, il y a eu 3 décès, et donc on les regrette d'une manière tout à fait évidente. Le 3e décès a interpellé à l'époque l'hôpital, qui a mis en place des dispositions d'arrêt des soins, puis de recherche d'un certain nombre de causes potentielles. Et puis, il y a eu un 4e épisode qui, fort heureusement, ne s'est pas traduit dans un décès, qui a identifié la cause, qui n'était pas une cause évidente, puisque finalement, c'était des poches qui venaient de l'extérieur, qui étaient chargés en entérobactéries. Bon. Donc on en a beaucoup parlé. Les dispositions de police sanitaire sont installées très très vite. Je pense que le lien de présomption qui a été fait entre le laboratoire et les épisodes était assez fort. En tout cas, on avait des éléments qui étaient très probants par rapport à ce lien et une absence réelle de cause sur Chambéry en tant que tel. Donc il y a eu de la communication, il y a une communication qui, je crois, a été aussi organisée avec une transparence très forte de la ministre, souhaitant que tout soit délivré en termes de dossiers. Et ils ont effectivement tous été délivrés comme il avait été promis qu'ils le seraient. Alors ils l'ont été dans 2 temps, un temps immédiat avec les décisions de police sanitaire qui allaient avec, puis dans un second temps qui a été la remise complète des rapports de l'ANSM suite aux explorations qui avaient été faites sur le site de Chambéry. Quand on a mis en place sur le site de l'ANSM les rapports, évidemment que nous avons d'une part informé les familles, je reviendrai sur ce sujet, mais également la presse. Je veux dire, il y a eu un communiqué de presse, et voilà. Ça n'a pas fait à ce moment-là d'objet particulier de reprise dans les médias. C'est un peu le caractère aléatoire du phénomène médiatique. Pour autant, je pense que les autorités de santé ont fait leur travail en communiquant sur le fait que les dossiers étaient disponibles. Les familles, j'y reviens juste quelques minutes. J'ai encore des contacts avec elles, puisque c'est là qu'on revient à l'idée qu'un directeur général de la santé reste un médecin. La ministre m'avait confié la responsabilité d'avoir des échanges avec les familles des enfants décédés pour les informer de tout ce qui avait été réalisé comme enquête, travail, etc. D'ailleurs, au passage, l'enquête judiciaire n'est pas terminée, et donc on aura peut-être d'autres informations qui viendront ensuite, ce qui pourrait nous amener à des éléments supplémentaires. Mais j'ai eu des contacts avec ces familles à un moment donné toutes les semaines pour parler avec ces familles dans des moments qui n'étaient pas simples de ce qui s'était passé et des éléments de soupçon que nous pouvions avoir et les éléments de dossier. Quand nous avons mis en ligne les dossiers de l'Agence nationale du médicament, ou plus exactement quand l'Agence du médicament a mis en place ces rapports, j'ai communiqué avec ces familles pour les informer de ce qui se passait. Une des familles m'a dit, vous savez, on va médiatiser cette mise en ligne. Ils ont dû sans doute voulu le faire, mais il n'y a pas eu de répondant, on dira, au niveau des médias généraux. Et je les ai eus en ligne par le biais de leur avocat encore il y a une semaine, puisqu'ils se demandaient si le germe était caractérisé, puisqu'on avait promis aussi de donner des informations là-dessus. Donc c'est le Pasteur d'ailleurs qui a travaillé sur ce dossier qui est le dossier d'identification du germe. Et donc j'ai demandé à Christian Bréchot la semaine dernière de me donner les éléments de développement éventuellement ultimes sur l'identification du germe, aussi bien sur sa virulence que sur ce qu'il représente réellement sur le plan de sa séquence génétique ou autre. Je n'ai pas eu de réponse à cela pour l'instant, mais je pense que dès que tout ce travail sera terminé, nous aurons les compléments d'information. Sans doute que Chambéry a été un moment d'intense émotion, puisque, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, beaucoup de partenaires autour. Sans doute qu'aujourd'hui, le sentiment est que le dossier a été réglé. Peut-être ne l'est-il que partiellement, ceci restera à voir en fonction des éléments de l'enquête en cours, juridique. Mais je crois que de ce point de vue-là, le travail a été réalisé sur le plan de la communication. Oui. Enfin, ma question, c'était pas sur le fond de l'affaire, c'était sur le fait qu'il y a des affaires dont on parle et puis on n'en parle plus, et puis d'autres qui continuent d'être parfois envenimées, même si elles n'étaient pas
d'une nature importante au départ. C'était ça ma... Mais dans votre question, ma il y avait question. l'idée aussi, je dirais, de la continuité d'action de l'État. Non, mais Quand même, c'est-à-dire, le constat. est-ce que vous continuez de communiquer? La réponse est oui. L'ampleur que cela prend ne dépend pas que de nous. Et je pense que nous avons aussi une responsabilité qui est finalement de porter régulièrement une communication le plus possible positive, c'est-à-dire sur ce qu'on peut attendre de la vaccination, qu'est-ce qu'on peut attendre du médicament, ce sont des éléments très très importants, encore une fois, à l'échelle d'un pays. On oublie assez rapidement que quand on vaccine, c'est pour protéger les morts par défaut de vaccination. Et d'ailleurs, regardez les mois, dès qu'on a quelques méningites, et où on demande pourquoi est-ce que les vaccinations pour le méningo ne sont pas utilisées. Donc c'est des éléments qu'il faut mettre en balance. Je ne dis pas qu'il faut supposer que l'autre communication n'est pas intéressante, elle l'est tout autant, mais c'est un problème de balance et d'équilibre. Alain Rusterols, consultant. En vous écoutant et en voyant vos slides, on s'aperçoit qu'il y a plein d'instituts, d'agences, de réseaux, de comités. Donc j'ai l'impression que c'est un millefeuille. Donc ma question est la suivante. Est-ce que vous pensez que dans la santé, il y a un besoin d'un choc de simplification ? La réponse est forcément choc, je ne sais pas. Une simplification d'un certain nombre de processus, sûrement. Il ne faut pas que ça soit un choc parce que c'est encore le réanimateur qui vous parle. Un choc, ça laisse des dégâts importants sur le plan tissulaire. Donc il faut probablement une meilleure, encore une fois je le disais tout à l'heure, une meilleure lisibilité, une meilleure organisation. Donc une simplification d'un certain nombre de processus, je crois que c'est vrai. Je ne suis pas rentré dans le détail du mode de financement, par exemple, des agences sanitaires ou des ARS ou d'un certain nombre de partenaires dans le domaine de la santé publique. C'est compliqué aujourd'hui et il y a certainement à réguler, à réorganiser et à rendre mieux lisible, là aussi, la façon dont les financements se font. Mais on ne fera pas l'injure à un système complexe de dire qu'il est complexe parce qu'il n'a pas été bien pensé initialement. Il est complexe aussi par la nature même de ce qu'il fait. C'est aussi le cas de nos activités humaines. Elles sont par essence complexes et on ne peut pas les apprendre en quelques heures. Donc le système de santé est complexe. Sa complexité n'est pas, en tant que telle, à même de nous rassurer compte tenu d'un certain nombre d'éléments qu'on a pu évoquer ensemble ce matin. Mais on ne peut pas non plus la balayer d'un revers de manche en disant tout ça, c'est à faire disparaître. Non, c'est pas comme ça que ça peut se passer. Encore une fois, ces équilibres sont des équilibres extrêmement sensibles et il faut aller progressivement vers la lisibilité et la simplification que vous appelez. Je me souviens quand Mme Touraine est arrivée, elle a dit il faut simplifier la tarification à l'activité. Oui, mais comment ? Et en pratique, c'est plutôt l'inverse qui s'est passé, non pas depuis qu'elle est là, mais avant, où finalement, pour arriver à caractériser une activité dans les hôpitaux, il a quand même fallu démontrer toutes les sous-parties d'un acte et comment on pouvait au mieux le caractériser pour que ce soit juste, justement. Et il n'est pas impossible que pour nos actions de prévention, on soit amené à un moment donné à savoir mieux caractériser ce que nous faisons. Donc la simplification, oui, mais ça ne veut pas forcément dire avec des moyens qui sont des moyens brutaux, sans finesse. Hein. C'est la simplification avec la finesse. Voilà. Oui, Abisra Abraham, pharmacien d'officine, conseil régional de l'Ordre de Île-de-France. Quel rôle pour les pharmaciens d'officine dans votre... Très important. Très important. Tiens, par exemple, c'était dans une de mes plaques qui était après, le succès du dossier pharmaceutique. Voilà, une réussite qui est du fait des pharmaciens eux-mêmes, pour lequel on souhaite aujourd'hui une extension, par exemple, sur le domaine de la vaccination, c'est-à-dire que les 3 mois ou 4 mois de longévité du dossier pharmaceutique, on aimerait le prolonger, pour une raison simple, c'est que quand on parle, vous en êtes tous là, je suis sûr, si je vous demandais où en sont vos rappels de vaccination, vous seriez bien en peine de me répondre pour la plupart d'entre vous. Un court sondage nous permettrait de voir que vous êtes probablement à au moins 60%, à pouvoir vérifier vos poliomyélites et autres... 90. Voilà. Bon. Pourquoi ? Tout simplement parce que on ne sait jamais où c'est passé. Si vous avez ça sur votre dossier informatique, le moment où le rappel arrive, vous êtes engagé à le faire. Donc c'est aussi ça la simplification. Et vous voyez que c'est une simplification, mais au prix d'une technologie qui est une technologie un peu plus avancée que le seul crayon papier. Et d'ailleurs, quand on prend les médecins généralistes, vous discutez avec Claude Lécher, il dit « Nous ne sommes pas opposés au fait que les pharmaciens vaccinent.
Nous ne sommes pas opposés au fait que... Enfin, je traduis peut-être pas bien sa pensée, mais il faut que je sois prudent. Après tout, ces propos pourraient être reportés. En tout cas, l'idée pour lui, c'est que d'autres professionnels puissent être associés. Mais il dit, nous, généralistes, si on est garant finalement du parcours du patient, sur le plan médical, alors nous souhaitons savoir ce qui a été tracé sur le plan des gestes ou des soins qui ont été portés, notamment la vaccination. Donc, si le dossier informatique, quel qu'il soit, porte l'idée d'une vaccination qui a été réalisée, alors le médecin généraliste se dit « je peux coordonner mon parcours patient avec simplicité et efficacité ». Donc oui, il y a une grosse place pour les pharmaciens d'officine. C'est juste un exemple très court, mais il y en a d'autres sur notamment la délivrance des médicaments. Vous savez qu'il y a un sujet qui n'est pas un sujet simple que nous abordons ensemble sur la vente à l'unité, par exemple, des antibiotiques, ou la vente à l'unité d'autres médicaments, où ça vous pose des problèmes techniques de reconditionnement, d'identification de ce que les produits deviennent lorsqu'on les change. L'orateur précédent ici a dit que c'était une vraie fausse bonne idée. Voilà, donc comment vous réagissez à ça? Donc c'est un sujet compliqué, plutôt coûteux initialement, et sur lequel, à mon sens, si on veut faire des progrès, si on veut réussir quelque chose dans ce sens, il faut le faire ensemble. Voilà, je crois qu'on n'imposera pas un certain nombre de dispositions. Il faudra, dans la mesure du possible, trouver des solutions qui soient des solutions portées de manière conjointe. J'ai insisté tout à l'heure sur les associations. C'est typiquement ça. C'est-à-dire que les associations sont souvent vécues comme réactives à un certain nombre d'évolutions ou de projets. En réalité, elles peuvent aussi nous aider à faire des choix qui soient des choix mieux portés. Question suivante. On va essayer de raccourcir les questions et les réponses. Il y en a 5 demandes. Catherine Remiliorast, Association française des intolérants au gluten. J'ai juste 2 toutes petites questions. Vous parlez de médias pour relayer l'information. Est-ce que vous prévoyez des médias référents pour relayer la bonne information? Et sinon, vous parlez de travailler avec les associations de patients. Faut-il avoir un statut particulier, style reconnu d'utilité publique ou agréé, ou n'importe quelle association de patients de loi de 1901 peut faire l'affaire? Ouais, alors les deux sujets sont forts. Je pense qu'on ne peut pas choisir son relais de médiatisation. Vous voyez, ce n'est pas dans l'esprit de la démocratie, et sûrement pas dans l'esprit de la démocratie sanitaire. Donc à cette question-là, réponse courte, me semble-t-il. Le deuxième sujet, vous savez que les associations qui sont donc des associations, on va dire, plutôt dans le domaine sanitaire, médical, pas médico-social. Il y a une distinction aujourd'hui entre les associations du domaine médical et les associations du domaine médico-social, ce qui nous vaut un peu d'hésitation avec la Direction générale de la cohésion sociale pour, le cas échéant, reconnaître une forme d'agrément collectif ou d'agrément type pour ces associations. Donc, pour ce qui est de la Direction générale de la santé, on a un processus qui est un processus d'agrément qui reconnaît, en fonction d'un certain nombre de critères, le statut d'une association, ce qui lui permet de venir pour nous démarcher sur un certain nombre d'accompagnements. D'ailleurs, ce n'est pas forcément que des éléments financiers. Donc ce sujet-là n'est pas tout à fait aujourd'hui porté de manière, on va dire, homogène avec la Direction de la cohésion sociale qui, elle, n'a pas de ce système d'agrément et ne souhaite pas pour l'instant que ça puisse être identifié de cette façon-là. Ce qui nous amène à devoir réfléchir encore un peu pour savoir si oui ou non il est judicieux de faire, comme Mme Compagnon l'a souhaité, lors de la remise de son rapport à la ministre, une union nationale des associations, qui peut être proposée comme une représentation assez forte de ce que sont les usagers, avec la possibilité d'intervenir dans un certain nombre de représentations, etc. Je crois qu'il faut laisser là un petit peu le chemin se faire, parce que on ne peut pas toujours décider à la place des autres, on ne devrait jamais décider à la place des autres, sauf qu'on a un certain nombre d'obligations. Et en l'occurrence, l'objet de l'Union nationale des associations devra peut-être plutôt être le fait d'une fédération d'associations qui se reconnaissent dans une forme d'organisation, plutôt que d'avoir un système qui soit confié clé en main. Donc le sujet n'est pas clos aujourd'hui. Et donc le fait ou pas d'un agrément n'est pas clos non plus. Je représente un grossiste répartiteur en Outre-mer. Et je voudrais vous poser la question suivante. Pourquoi pensez-vous que M. Hammergreen, qui habite en Californie et dirige McKesson, et qui gagne 51 millions de dollars par an, a acheté OCP? Pourquoi pensez-vous que... Acheté OCP, le premier grossiste français. Pourquoi pensez-vous que Stefano Passera, qui habite à Monaco, dont la fortune est évaluée à 10 milliards de dollars, pourquoi il a acheté le deuxième grossiste?
En gros, ce que je vais vous dire, c'est est-ce que vous voulez défendre le formidable système français de la péréquation, de l'indépendance capitalistique des pharmacies et du modèle coopératif? Moi, c'est un sujet un peu complexe pour moi. Et je ne m'y engagerai pas. Voilà, je pense que c'est... Il me manque des données pour vous répondre de manière convaincante. Voilà, donc je reste en réserve sur votre question si vous m'autorisez. Joker, très bien. Jacques Vernin. Bonjour, monsieur Jacques Vernin, président Facophar Santé. Vous avez sur vos slides 2 mots qui m'ont interpellé, entre autres, celui de chlordécone et antibiorésistance. Mais ça, vous n'avez pas voulu en parler. Alors, je vais vous poser une autre question. Au niveau de la prévention des ALD, des addictions, est-ce qu'il y a à la DGS un programme qui est envisagé? Alors, simplement, très rapidement, pour l'antibiorésistance et chlordécone, c'est pas que j'ai pas voulu en parler, c'est que si j'avais décrit ce qu'il y avait sur chacune de mes slides, on aurait pu y passer 2 heures. Simplement, je trouvais intéressant d'avoir des slides qui montrent un certain nombre d'objets, parce que vous savez bien comment c'est, on lit les slides et on écoute en même temps, on est capable de faire les deux. Chlordécone, c'est un sujet extrêmement important, pour lequel je suis aussi allé sur ce déplacement aux Antilles, qui est un sujet du passé et du présent. Et c'est un sujet du passé, puisqu'en réalité, on assiste aujourd'hui, même si on manque d'éléments très probants sur les effets de ces pesticides qui ont été répandus sur les bananeraies au niveau des Antilles. Et donc, il y a une recherche très pointue sur les effets réels, sur la prostate, sur la mortalité périnatale et sur d'autres éléments. Donc on continue de regarder le développement chez des personnes qui ont été, il y a 20 ou 30 ans, très jeunes, ou qui naissaient, et voir un petit peu ce qui se passe aujourd'hui par rapport à l'enfantement, par rapport à l'évolution des pathologies chroniques. Mais c'est aussi un sujet du présent, puisqu'en réalité, finalement, les sols sont toujours imprégnés. Pas tous, hein, c'est assez bien cartographié aujourd'hui. Et donc il y a un sujet qui est à la fois de santé, mais aussi d'économie, puisque les pêcheurs sur un certain nombre de côtes ne peuvent plus s'adonner à leurs activités de pêche. Et puis, pour ce qui est de la nutrition des populations, elle est limitée dans un certain nombre de territoires. Et donc, il me semble qu'il est de notre responsabilité de continuer d'accompagner très fortement ce sujet chlordécone. Donc il y a un 3e plan qui a été mis en route, que je partage d'ailleurs avec le directeur général des Outre-mer, en tout cas avec le ministère des Outre-mer, et donc qui est de finalement mieux réguler aujourd'hui ce que représente l'impact de chlordécone sur les Antilles, et puis ce qui est indemne de chlordécone, et de le faire savoir, parce qu'il y a aussi une prise de conscience et une prise de confiance des habitants des îles sur finalement des territoires qui, eux, ne sont pas pollués. Et donc là, il y a un travail qui est à la fois un travail de recherche, d'épidémiologie, mais aussi de communication, et de bonne communication vers le futur. L'antibiorésistance, c'est un sujet majeur. Il est aujourd'hui porté par la ministre au niveau des instances européennes et internationales. On aura plusieurs sujets dans l'année et l'année prochaine autour de ce travail. C'est un sujet très, très important. On ne reste pas très bon en France, en particulier dans la partie médecine de ville, hélas. En l'hôpital, ça se tasse un peu, mais sur la médecine de ville, ça reste toujours relativement mal géré. Il y a toujours une consommation qui est importante, d'où un certain nombre d'initiatives sur lesquelles je veux parvenir maintenant. Vous m'avez posé une autre question, au-delà de ces 2 questions. La prévention des... Est-ce qu'on a une stratégie sur les addictions? Voilà. Alors la réponse est évidemment oui, et notamment aujourd'hui, on travaille de façon intense sur le tabagisme. On a relancé un programme national de réduction du tabagisme dans la foulée des annonces du plan Cancer 3 par le président de la République. Nous travaillons d'une façon, on va dire, multisectorielle, à la fois en interne sur les autorités de santé, donc avec l'Institut national du cancer, avec la mission interministérielle sur la lutte contre les addictions, donc avec Madame Jourdain-Méninger. Nous travaillons également avec l'Institut national de prévention en santé pour préparer un certain nombre de campagnes autour de ce PNRT. Et puis nous travaillons bien sûr avec, et ceci va démarrer, ce n'est pas encore démarré, mais avec l'interministériel pour travailler sur la vie économique, sur un certain nombre d'autres parties prenantes sur ce sujet qui est le sujet du tabagisme. Pour l'alcool, vous le savez, il y a eu aussi beaucoup de volonté de notre ministre d'intervenir sur ce qu'on appelle le binge drinking, qui est comme un fléau pour les jeunes, de repérer sur les sites internet ce qui est un encouragement aux addictions alcooliques. Il y a un certain nombre de sites internet sur lesquels on peut aller voir un encouragement à la consommation aiguë d'alcool qui sont tout à fait affligeants, et donc il y a tout un travail à réaliser
auprès des plus vulnérables pour pouvoir faire ces éléments de prévention qui sont tout à fait nécessaires. Dans le développement de la stratégie nationale de santé, du point de vue de la direction qui est la mienne, il y a tout un prisme d'attaque qui est celui des populations les plus vulnérables sur ces sujets-là, et comment finalement les joindre, alors même qu'elles sont en dehors des chemins et en dehors des clous par rapport à la possibilité d'avoir une éducation en santé et d'avoir un phénomène de repérage, notamment au travers des addictions, sur un certain nombre de pathologies infectieuses, que ce soit les maladies sexuellement transmissibles ou d'autres. Donc on fera un effort tout particulier pour identifier les populations les plus à risque, les plus vulnérables et les plus démunies sur le plan de l'accès en santé et l'accès aux soins. Donc oui, il y a une volonté forte d'avancer sur ces phénomènes d'addiction. François Pesti, je suis expert conseil en sécurité du circuit du médicament à l'hôpital et dans les établissements médico-sociaux. J'ai une question à vous poser qui est relative à une décision que seul vous et la ministre pouvez prendre au bénéfice de la sécurité des patients. La première sécurité d'un médicament n'est-elle pas celle d'être administré au bon malade, au bon moment, à la bonne dose, par la bonne voie? Il y a un moyen aujourd'hui, imparable pratiquement, et sur lequel on a maintenant des preuves scientifiques établies, d'intercepter la plupart de ces erreurs médicamenteuses. C'est la lecture code-barre au lit du malade de chaque dose de médicament administrée, et encore mieux quand c'est connecté à la prescription informatisée. Les Américains, grâce à une décision courageuse qui a été prise en février 2004, avec date butoir en avril 2006, à l'époque, ils prévoyaient 500 000 événements indésirables évités pendant les 20 ans qui suivraient le déploiement de ces technologies, ont pris la décision, la FDA donc, d'obliger les entreprises pharmaceutiques à produire pour les besoins de l'hôpital des doses unitaires avec code-barre. En France, la situation en 2012 a été mesurée par le groupe hospitalier Est francilien. 21% seulement des conditionnements primaires des 572 médicaments présentés et utilisés dans cet hôpital avaient un code-barre. 12% seulement avaient un code-barre lisible. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas aujourd'hui déployer cette lecture code-barre. Aux États-Unis, oui, non, mais attendez, les chiffres sont importants parce que ça concerne des milliers de morts chaque année. Hein, c'est un désastre sanitaire qui touche tout le monde et qui est permanent. Et donc, les Américains sont passés de moins de 10% des hôpitaux qui l'avaient déployé en 2005. Le vétéran de SAFER, dans ses 150 hôpitaux, l'avait déployé entre 1995 et 2000. Hein, à plus de 2/3 en 2012, dont 37%, c'est-à-dire 2041 établissements sur les 5000 que suivent HIMSS Analytics, au dernier trimestre 2013, avaient le circuit informatisé en boucle fermée, c'est-à-dire la lecture code-barre au lit du malade connecté à la prescription informatisée. Allez-vous prendre une décision avec la ministre pour qu'on rattrape nos plus de 10 ans de retard ? Merci de votre question. Donc oui, il y a des mesures sur le contrat de bon usage du médicament dans les établissements, mais pas seulement, aussi au-delà des établissements de santé. Et donc c'est un sujet très très important qui est d'ailleurs porté de manière groupée entre la direction du système d'information, parce qu'il y a quand même une vraie logique de système d'information derrière, et on ne peut pas nier, comme vous l'avez d'ailleurs affirmé très, très fortement, l'importance de développer le système d'information, mais pas seulement, parce que le système d'information ne fait que ce qu'on lui demande de faire. Autrement dit, il y a toute une partie de réorganisation des processus lorsqu'on installe un système informatisé autour du médicament qui doit être analysé pour pouvoir être tout à fait efficace. Mais donc c'est un sujet qui est porté par la direction du système d'info, par la direction générale de la santé, par la direction générale de l'offre de soins. C'est quand même un sujet très très important pour eux. Et peut-être que nous ne serons pas aussi efficaces que les États-Unis, mais nous rentrons dans une logique qui est celle-là. Pardon ? Cette décision-là, c'est vis-à-vis... J'ai été reçu pendant 2 heures avec le commissaire général des GIX et avec ce pharmacien hospitalier par la direction des affaires réglementaires et juridiques de l'ANSM le 10 mars et à la demande de Dominique Maranaki. Oui. La DGS, pour l'instant, ne voit pas ce problème-là. C'est catastrophique.
réellement c'est catastrophique. Il faut prendre ce problème à bras le corps et décider pour les autres. Là, il faut décider pour les autres. Oui, mais on ne peut pas décider pour la façon dont les pharmacies vont fonctionner à l'intérieur des établissements. Enfin, on revient au sujet. Non, mais attendez. On revient au sujet précédent, c'est-à-dire que c'est un travail vaste et donc vous pouvez pas dire juste la DGS. Enfin, je veux dire, c'est. Mais si, c'est vous qui pilotez l'AMS. On a tous compris ce qu'il a dit. Est-ce que vous pensiez vouloir dire? Bien sûr. Moi, je m'en fous. Faut revoir les Je m'en fous, ça ne me gêne pas. J'anime un débat qui consiste à respecter. Pourquoi Xavier Bertrand n'a pas réussi à imposer ça, moi, je m'en fous. En 2005. Une question. Oui. Une question. Du coup, on me l'a coupé. Elles sont presque pas polémiques, ma question. Bonjour. La première question, Guillaume de Duras, je suis consultant. La première chose, c'est où en est-on pour le site unique en matière de transparence? Il arrive. Pas polémique, je sais que c'est une question. Non, il arrive. Hein? Il arrive. C'est pas dans mes mains immédiatement. Il y a une circulaire sur votre bureau. Prêt, tout est prêt. Voilà, bien. C'est pas moi qui le tiens dans mes mains. Puisqu'on parle de stratégie d'anticipation DGS, je suis aussi très intéressé et impliqué dans les affaires d'application de l'e-santé. Comment est-ce que la DGS suit l'évolution des applications en matière de e-santé qui peuvent être soit aider le patient un sujet compliqué, en prévention, soit, prévention, dans ce cas-là, il n'est pas encore patient, c'est la prévention, il est citoyen, soit le suivi. Et est-ce que vous voyez une intervention quelque part sur une homologation, certification, où aujourd'hui on laisse les choses se développer? Et puis il n'y a toujours pas de lien. Ça me permet de répondre en partie à la question précédente, c'est-à-dire que on travaille très étroitement avec l'Agence du médicament sur ce sujet-là et à notre réunion de sécurité sanitaire qui est hebdomadaire. Toutes les semaines, on réunit toutes nos agences sur les sujets d'alerte et de veille sanitaire. Ce sujet a été présenté. C'est un sujet qui est protéiforme, puisqu'il y a à la fois des éléments d'aide au diagnostic qui sont plus ou moins répertoriés, plus ou moins identifiés, qui passent par un certain nombre déjà de processus de régulation, mais qui sont assez ténus. Il ne faut pas oublier que le dispositif médical, puisqu'en fait à ce moment-là c'est apparenté à des dispositifs médicaux, le dispositif médical nécessitera, comme les éléments de contrat de bon usage du médicament, encore beaucoup d'efforts pour permettre de réguler de manière correcte. Et je pense qu'aujourd'hui les menaces sanitaires sur le dispositif médical sont peut-être plus importantes que celles que nous connaissons sur le médicament. Juste pour terminer sur votre intervention, monsieur. Ça fait 6 mois que je suis là, je ne peux pas avoir tout réalisé en 6 mois. J'ai un travail énorme devant moi. Sachez bien que ce sujet est identifié et qu'il est identifié en particulier en lien avec Dominique Marninky, avec lequel nous travaillons de manière très étroite. J'étais au téléphone avec lui avant de rentrer dans cette salle. Donc sachez que c'est une préoccupation. Donc sur les matériaux de e-santé, il y a des éléments très inquiétants. Vous pouvez trouver aujourd'hui par exemple des applications sur votre smartphone. Alors il y en a des très intelligentes, très intéressantes, mais une d'entre elles, par exemple, vous faites une photographie de ce que vous estimez un grain de beauté qui a une allure un peu anormale, et cette application vous dit si c'est un mélanome ou pas, ou le risque que ce soit un mélanome ou pas. Alors si vous dites c'est un mélanome et que ce n'en est pas un, c'est pas grave. Si vous dites dormez tranquille, ce n'en est pas un, c'est plus embêtant alors que ça peut en être un. Donc voilà, il va falloir installer de la régulation là-dessus. Et ça ne va pas être sans adaptation de notre système de santé de façon très importante, comme dans d'autres dynamiques aujourd'hui. Oui, bonjour Jean Hubert. J'ai 2 questions très pointues, donc ça va être... La première concerne la cigarette électronique. Il y a beaucoup de flou. On ne comprend pas très bien quelle est la position de l'État et des régulations. Pour l'instant, il n'y en a pas tout à fait évidente. Mais je vais vous répondre. D'accord. Et la deuxième, ça concerne le vaccin papillomavirus. Oui. Et ça rejoint la question de Michel Hanoun. En termes de médiatisation, quelle est la médiatisation, le pouvoir de votre médiatisation, si par ailleurs d'autres médias, y compris politiques, disent le contraire de la version officielle, hein? Alors, la e-cigarette. Bon, il y a finalement 2 doctrines. Une doctrine qui semble se développer qui est, avec la e-cigarette, vous allez commencer à rentrer dans le sevrage. Et donc peut-être que c'est un élément qui pourrait contribuer à la santé des populations en réduisant l'utilisation du tabac. C'est une doctrine, alors il lui manque peut-être quelques aspects. Le premier,
c'est qu'on n'est pas tout à fait sûr du côté indemne de risque de ces techniques qui apparaissent. La deuxième, c'est que l'industrie du tabac est évidemment très intéressée par la e-cigarette en tant que telle, mais aussi par des composés intermédiaires. C'est-à-dire qu'ils proposent aujourd'hui des cigarettes qui ne sont pas tout à fait des cigarettes, mais pas tout à fait des e-cigarettes non plus. Et donc vous avez du tabac tout en ayant des produits qui ne sont pas brûlés, donc pas de goudron normalement. Et donc ceci évoque pour eux la possibilité d'une moindre toxicité. Donc la doctrine par rapport à ça ne me semble pas très stabilisée. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, pour nous, et c'est un élément qui est également un élément plutôt, on va dire, quelque part d'équité au regard de la consommation ou de l'addiction, entre guillemets, c'est de dire finalement dans les lieux publics, essayons d'être homogènes par rapport à ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Alors ça n'est pas posé encore et le Conseil d'État nous a plutôt pas encouragé à cela pour l'instant, mais on essaiera de faire passer dans la stratégie nationale de santé quelques éléments d'équité. Vous savez qu'il y a des entrepreneurs privés, notamment les compagnies aériennes, qui ont décidé que pour éviter les ruptures d'égalité à l'intérieur de la carlingue, on interdisait tout autant le vapotage que la cigarette, pour éviter que ceux qui fument se sentent agressés par le fait qu'il y en ait qui vapotent à côté d'eux. Finalement, ça me paraît être une démarche pas inintéressante. Et d'autre part, je crois qu'auprès des jeunes, puisqu'on parlait des jeunes et de la façon dont les plus jeunes ressentent l'addiction, je crois que dans les endroits où il y a des tout jeunes, il faut éviter l'image du vapotage et la possibilité qu'il y aurait d'utiliser ce type de dispositif pour finalement ne pas rentrer dans un cycle qui ne serait pas forcément si vertueux que cela, au regard de peut-être les éléments que j'ai mentionnés précédemment qui ne sont pas tout à fait stabilisés aujourd'hui. Ah oui, HPV. Donc HPV, moi, il ne me semble pas qu'il y a forcément des positions orthogonales ministérielles. Je pense que sur le papillomavirus, il y a une volonté qui est une volonté de prévenir l'émergence du cancer du col qui semble quand même un sujet d'importance, alors soit en tant que cancer, soit en tant que prévention du cancer par le fait de la conisation. Souvenons-nous quand même que la conisation s'accompagne d'une diminution de la fertilité, et donc c'est aussi un sujet. Aujourd'hui, la prévention qui est obtenue grâce au papilloma ne nous permet pas de lire en cancer du col évité, mais plutôt en lésions précancéreuses évitées, et donc on sait qu'il y a une efficacité qui est indiscutable. Donc l'encouragement va être d'une vaccination un peu plus systématisée sans pour autant être obligatoire. Là aussi, on peut encourager une vaccination par un phénomène qui peut être un phénomène de prise en charge, de remboursement, de gratuité, le cas échéant. Je n'ai pas dit que ça a été pour le papillomavirus, mais en tout cas, ça peut être une réflexion qui se porte pour un certain nombre d'éléments de vaccination. Mais gardons toujours les yeux, les oreilles ouvertes, parce que ce que nous font entendre les associations sur un certain nombre d'éléments accompagnant la vaccination, je pensais à la myofasciite, je pensais à des éléments comme la narcolepsie et d'autres, sont des faits qu'on peut ou pas mesurer et dont il faut que nous nous emparions, parce que c'est aussi ça notre responsabilité de médecins en santé publique. Oui, très rapidement. Donc, vous évoquiez les enjeux financiers et les contraintes financières de plus en plus fortes. Je voulais savoir ce que vous pensez du positionnement des élus locaux dans leur contribution potentielle à la stratégie nationale de santé. Alors, c'est une contribution très importante, essentielle. Elle est déjà aujourd'hui active au travers de ce qu'on appelle les contrats locaux de santé, où il y a des responsables de collectivités qui s'impliquent personnellement. Le niveau de contrat local par rapport à ce qu'on peut appeler aujourd'hui, dans les suites du rapport de Mme de Victor, comme contrat territorial de santé, méritera d'être bien détaillé et bien explicité, avec une notion quand même de territoire et de niveau infraterritoire. Je pense que les élus locaux et les responsables de collectivités interviendront, ou interviennent d'ailleurs déjà, au niveau du territoire ou des contrats locaux, et que ceci sera renforcé. C'est indispensable parce qu'ils sont à la fois financeurs, mais aussi ils détiennent des éléments majeurs de communication sur les informations. Pour donner un exemple tout bête, recueillir le poids des enfants à l'école et avoir cela comme un indicateur national de suivi de l'obésité ou du risque d'entrer en obésité, eh bien ça passe par des accords avec des collectivités locales, avec le rectorat et avec d'autres types d'organisations. Donc il faut absolument que les parties prenantes que sont les élus soient bien à l'intérieur de ces systèmes pour que cette stratégie nationale de santé marche à plein. Merci en tous les cas à Benoît Vallet.